Bonjour à tous, Shell chez vous donc continue, même dans cette période où on commence un peu à déconfiner, mais il faut rester prudent. Donc on va continuer à se voir avec la webcam et après d'avoir parlé de Pierre Poivre la dernière fois, eh bien, je vais vous parler d'un autre homme aujourd'hui que vous connaissez tous à travers ce tubercule un peu singulier qui est la pomme de terre. Voilà, donc ça va être l'histoire de Monsieur Antoine Augustin Parmentier, que rien ne prédestinait à travailler sur la pomme de terre, mais qui n'a pas fait que travailler sur la pomme de terre. Voilà, cette particularité, on lui a associé le hachis parmentier, alors qu'il a fait énormément de choses en matière de santé notamment. C'est un agronome, il est pharmacien militaire, et il a consacré toute sa vie à essayer de sauver les populations des problèmes de dénutrition et de famine. Voilà, je vous en dis pas plus, on part sur les traces de Parmentier. Donc le propos d'aujourd'hui, c'est donc Antoine Augustin Parmentier, un pharmacien. C'est pas toujours, tout le monde ne sait pas toujours que Parmentier était pharmacien. Et donc pour parler de ce monsieur qui n'a pas fait que travailler sur la pomme de terre, on va être bien sûr de parler de pommes de terre et de raconter son histoire. Cette pomme de terre, tout le monde, ça parle à tout le monde. On va avoir la patate, ou en avoir gros sur la patate, on parle de patate chaude, et c'est un mot, une vie sans pomme de terre, c'est même pas, on n'arriverait même pas à le penser aujourd'hui, et pourtant c'est une acquisition récente de notre alimentation, ce, ce légume, ce féculent que l'on aime à cultiver, qui est facile à cultiver, qui nourrit et qui nourrit des millions de personnes sur la planète. Voilà, alors bien sûr la pomme de terre, vous allez la retrouver en robe de chambre, vous allez la retrouver sous forme de frites, on va y arriver, ou de chips, c'est bien une purée de pommes de terre, un gratin dauphinois sur lequel vous allez pouvoir, comme ce qu'on avait vu la dernière fois, gratter de la muscade grâce à Pierre Poivre. Et puis les frites, lorsqu'elles arrivent à l'école ou même dans une cantine, c'est toujours la fête, les frites. Alors la question, c'est d'où vient la frite. Vous avez des différentes légendes et autres, chacun veut revendiquer, même les Russes revendiquent une paternité sur les frites. La Belgique, bien sûr, les Flandres, où on en raconte que certains hivers du XVIIIe siècle, les canaux étaient tellement gelés qu'on ne pouvait plus extraire la friture, les petits poissons, notamment la Meuse, les canaux de la Meuse, et qu'on a commencé à tailler des pommes de terre sous la forme de bâtonnets qui ressemblaient à ces poissons pour en faire une friture. Alors les Français ne sont pas d'accord, ils disent que les pommes de terre sont nées sur le Pont Neuf, et que sur ce Pont Neuf, on fabriquait l'ancêtre de nos frites. Donc je ne vais pas essayer de jouer sur la Belgique, la France, hein. En revanche, on va retrouver le mot friture dans les deux. Voilà. Et les pommes Pont Neuf, on peut toujours les déguster sur le Pont Neuf quand on sera déconfiné, que les boutiques pourront réouvrir. Voilà. Alors la pomme de terre, c'est devenu une alimentation de base pour de nombreux pays. On en produit 380 millions de tonnes chaque année. Et les grands producteurs sont la Chine, l'Inde, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. On arrive loin derrière, nous. Mais quand on regarde la production en France, souvent l'idée est reçue que la pomme de terre, elle vient de l'Ouest, et notamment de la région Centre-Val de Loire et de Bretagne. En fait, c'est une erreur, parce que la Bretagne ne produit que 2% de la population, de la production annuelle. C'est les Hauts-de-France, hein, qui font vraiment les 64% de production de pommes de terre. En 1960, on en consommait 95 kg par habitant et par an. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 50 kg, dont 30 kg de pommes de terre fraîches, ce qui veut dire que le reste, eh bien, ça va se faire sous forme de pommes de terre déjà manufacturées, de frites, de chips et autres choses très salées. Voilà. Donc, vous allez voir ce tubercule bien singulier, hein, qui non, ça n'est pas un fruit par définition, c'est un tubercule extrait de cette pomme de terre, qu'on appelle en latin Solanum tuberosum, donc tuberosum tubercule. La famille de la pomme de terre, c'est les Sonalanacées, et on en connaît à peu près aujourd'hui 2700 espèces, et vous en consommez aussi d'autres. C'est la tomate, c'est l'aubergine, c'est le piment, le poivron. Donc c'est une famille très riche, mais très riche aussi de plantes toxiques. Il faut savoir qu'une pomme de terre aujourd'hui, si vous mangez son tubercule, vous allez vous nourrir, c'est de l'amidon. Si vous mangez son fruit qui ressemble à une tomate, c'est l'hôpital dans la journée, parce que vous êtes intoxiqué. Voilà, donc c'est les solanacées, il faut se méfier.
Origine de la pomme de terre, puisqu'avant de parler de notre illustre personnage, il faut quand même aller la chercher, on est sur la cordillère des Andes. C'est là où la pomme de terre poussait lorsque l'homme l'a découvert, lorsque les premiers Amérindiens sont arrivés il y a environ 15 000 ans. Son nom, notamment au Pérou, c'est la palapapas, et on sait que les populations amérindiennes la consommaient depuis très longtemps, puisque le site de Monteverde au Chili, qui est daté de 12-13 000 ans, on retrouve des pollens de pommes de terre, donc ça atteste l'utilisation de ce tubercule bien avant qu'on le connaisse en France. Il y a 13 000 ans, les Amérindiens consommaient de la pomme de terre. Alors on a retrouvé ces habitations, on les a reconstituées, on a retrouvé par le pollen le type de pomme de terre qui était utilisé, qui existe toujours aujourd'hui, Solanum maglia. Alors ce sont des toutes petites pommes de terre qui auraient du mal à rivaliser avec nos pommes de terre. On ne risquait pas de faire des frites avec, ça ressemblait plutôt à la rate de Noirmoutier. Alors la papa, c'est la fierté de l'Amérique du Sud, la fierté du Pérou. Pour le Pérou, c'est de l'or. C'est une plante qu'on cultive en altitude et il y en a des centaines de variétés. Et les populations péruviennes de l'altiplano sont très attachées à ce qu'elles appellent l'or du Pérou. C'est ce qu'étaient venus chercher les conquistadors. Donc elle est cultivée à plus de 4000 mètres d'altitude, notamment sur les bords du lac Titicaca, donc c'est une plante qui résiste très bien à l'altitude et au froid, ce qui explique qu'elle s'est facilement adaptée en France et en Europe plus particulièrement. Et les populations ont une particularité pour la récolter, c'est qu'ils vont la faire sécher. Je vais vous expliquer. Mais il y a une tradition de cette pomme de terre dans toute l'Amérique précolombienne, où il y avait même, on voit des poteries en forme de pomme de terre, il y avait même une déesse, la déesse Axomama, qui était la déesse de la pomme de terre. Alors comment la conserver dans ce pays d'altitude? Eh bien, on va la déshydrater, on va utiliser l'altitude, donc le manque d'oxygène à 4000 mètres, le froid et le soleil. Et on va déshydrater la papa, et ça va donner ce que les populations de l'altiplano appellent le chuno. Donc ce sont des pommes de terre desséchées, lyophilisées, qui peuvent être noires, qui peuvent être blanches, et elles vont se conserver des années, des dizaines d'années. En fait, le principe de lyophilisation avec le froid et l'air sec, le soleil plus le gel, déshydrate la pomme de terre, et elle va se conserver indéfiniment. Donc les populations la répandent sur le sol gelé, même s'il y a de la neige, au contraire, ça ne va faire que geler mieux la pomme de terre, et après, avec l'altitude, elle va se déshydrater et se conserver. Et on va la retrouver sur les marchés. Donc cette plante, elle a une valeur énorme, ce tubercule, c'est une richesse pour ces populations, et après, pour les conserver, méthode traditionnelle, on les recouvre de foin. Et la voici sur les marchés. Alors, donc le Pérou, c'est le pays de la pomme de terre, on en a recensé 3000 variétés, et le Pérou a créé le Conservatoire international de la pomme de terre, de la papa, à Lima, et là on retrouve tous les programmes de travaux qui sont faits pour améliorer génétiquement la pomme de terre, pour essayer de conserver toutes ces races, ces espèces que connaissent les Péruviens, et aussi prévenir des maladies. Donc il y a tout un travail de laboratoire. Si un jour la pomme de terre était malade sur la planète, le Pérou a les clés pour redémarrer des cultures de pommes de terre saines. Donc si vous allez faire un tour à Lima, vous tomberez sur des street food péruviens, voilà, où on va servir de la viande. On consomme énormément de viande au Pérou, mais mélangée avec de la pomme de terre écrasée dans laquelle on va mettre de la viande, et puis ils font les picarones qu'on mange dans la rue. Donc c'est ces pommes de terre, une sorte de frites, pommes de terre qui sont frites, une purée frite, sous la forme un peu de beignets, pas très bon pour la ligne, qu'on va consommer avec de la viande, et il y a une viande qui est énormément prisée en Amérique du Sud et au Pérou, c'est le cochon d'Inde. Nous avons l'habitude de l'avoir comme animal de compagnie, c'est l'animal aussi donc, qui porte le nom de cobaye, qui a été très longtemps utilisé en laboratoire, et les Anglais l'appelaient le cochon de Guinée. Il n'est jamais venu de Guinée, mais là il passe simplement par une déformation, c'est que lorsque le petit animal est arrivé en Angleterre, il coûtait très cher, il coûtait une guinée. C'est comme ça que le nom lui est resté. Alors maintenant, il faut que ma pomme de terre quitte l'Amérique, et elle va le faire à travers les conquistadors espagnols, et notamment Pizarro, au XVIe siècle, qui arrive avec son armée, ses soldats, qui va investir le Pérou et y faire beaucoup de dégâts.
Quelquefois, ça s'est terminé par des catastrophes, hein. Ça a été une catastrophe notamment humanitaire, parce que tous ces hommes qui sont arrivés transportaient avec eux la variole, la tuberculose, la grippe et autres maladies, et les populations amérindiennes sont mortes de ces maladies en l'espace de quelques années. Les images que vous voyez ici sont tirées du film Aguirre, la colère de Dieu. Vous voyez comme l'équipement de ces soldats avec les morions, les prêtres avec leurs robes de bure, pas très adaptés au climat de cette région. Alors, on n'amène pas toujours que des soldats. Lorsqu'on fait des conquêtes, on amène aussi des intellectuels, et c'est un certain Pedro Cieza de León qui va écrire un ouvrage qui s'appelle Les Chroniques du Pérou. C'est comme ça qu'on a gardé la mémoire de la première constatation, la première observation de cette pomme de terre qui, pour ce scientifique littéraire, ressemblait plutôt à une sorte de truffe, tourma des tierra. Puis il va regarder comment les populations locales l'utilisent. On ne connaît ni la roue, ni les animaux de trait en Amérique, hein. Le cheval a disparu, la roue n'a pas été inventée, donc on utilise des bâtons pour planter la pomme de terre, qui ça marchait très bien, ça a nourri des millions de populations pendant des millénaires. Et puis, bien, malheureusement, la conquête espagnole va se terminer mal, hein, mais que ça soit bien sûr avec les Incas, les Aztèques ou les Mayas, et va naître une légende pour se débarrasser de ces conquistadors, va naître la légende de l'Eldorado. Les populations, il y a un pays là derrière les montagnes, en descendant sur le grand fleuve qui est l'Amazonie, on l'appelle le pays de l'or, et là vous allez trouver de l'or. Et ces populations cupides sont parties chercher l'Eldorado qu'elles n'ont jamais trouvé puisqu'il n'a jamais existé. Revenons à la pomme de terre, les Espagnols donc l'emmènent dans leur pays. Elle arrive en Europe vers 1570, après avoir fait un petit séjour par les Canaries, qui était l'étape où on ravitaillait en eau lorsqu'on partait au Nouveau Monde, et elle va s'adapter au climat de ces îles volcaniques. On va la cultiver dans des petites fosses dans le sol qui récupèrent l'eau, et ça s'appelle la papas arruagadas, qui est toujours consommée aux Canaries. Voilà, en croûte de sel. On appelle ça les pommes de terre ridées, cuites à l'eau dans le sel. Alors le mot papa va être transformé, bien entendu. On va l'appeler en Espagne batata, patata. Puis en Italie, ça va donner tufoli. Puis en Allemagne, tartufel, pour devenir kartoffel. Et puis en arrivant en France, via la Suisse, on parlera de cartoufle. Et le mot pomme de terre, on arrivera vraiment quand lui sera fixé qu'en 1863 par l'Académie. Mais on utilise souvent, nous, le mot patate. Alors au début, elle arrive pas toujours comme plante alimentaire, hein. Le pape Pie IV l'utilisait pour soigner ce qu'on appelait la fièvre romaine, c'était le paludisme qui sévissait dans toute l'Europe à l'époque, hein. Sous le nom de patata, Sainte Thérèse d'Avila la recommande pour soigner les problèmes de calcul urinaire. Bon, ça ne marche pas non plus, pas plus que pour la malaria, hein. Mais le premier à vraiment s'y intéresser comme aliment de disette, c'est un homme des Flandres, hein, qui était réformé, donc on dirait un huguenot, monsieur Charles de l'Écluse, qui est un grand botaniste, un grand spécialiste des plantes, qui a laissé de nombreux ouvrages de description. Il a fui les persécutions contre les réformés, il s'est réfugié à la cour de Maximilien II d'Autriche, et de là il va voyager. Et il va aussi faire connaître la pomme de terre, qui est arrivée bien sûr à la cour d'Autriche. Il va la ramener, la faire connaître sur les Flandres, la faire connaître sur d'autres parties de l'Europe. C'est un scientifique qui n'arrête pas de travailler. L'image que vous voyez là, c'est la première représentation en 1588 de pommes de terre. Vous en verrez une autre, puisqu'à la cour de ce Maximilien, qui sera ensuite remplacé par Rodolphe II, il y a Arcimboldo, qui va faire cette première représentation de la pomme de terre, ce qui a peut-être laissé le nom du fameux mot d'un nez en forme de pomme de terre. Quant à Charles de l'Écluse, lorsque Rodolphe II arrive, Rodolphe II n'est pas favorable aux réformés, il va être obligé de quitter l'Autriche, mais il va ramener depuis la Turquie une plante qui va faire flamber les cours et les prix en Belgique, dans les Flandres, dans les Pays-Bas. C'est la tulipe, ça donnera la tulipomania, et en 1637, la première bulle fiscale de la planète, où les cours s'effondrent. En France, celui qui va faire la publicité pour la pomme de terre, je vous en avais déjà parlé,
pour notamment que lorsqu'on avait parlé de la betterave et du sucre, c'est Olivier de Serres. Il est aussi huguenot réformé, c'est le grand ami d'Henri IV, c'est l'agronome, c'est l'inventeur de l'agronomie en France, hein, Olivier de Serres, et il va faire venir de Suisse, dans le Vivarais, hein, de la fameuse cartoufle suisse qu'il va cultiver dès le XVIe siècle. Mais la plante ne va pas plaire à tout le monde. On est dans une France très religieuse, très superstitieuse, et toute plante qui donne à manger en abondance, alors qu'on est habitué à un régime de vaches maigres, est susceptible d'avoir été touchée par le diable ou par les sorcières. Donc on n'en veut pas. Hein, on préfère manger du panais, manger du navet, du chou ou des petits pois. On est habitué à ces vaches maigres, et là plus la pomme de terre a un défaut, c'est on lui dit, elle donnerait la lèpre. Voilà, donc quand on veut tuer son chien, c'est toujours la même histoire. Donc la pomme de terre, alors qu'elle se développe en Autriche, elle se développe en Allemagne, en Suisse, partout en Europe, en France, au pire on la donnerait au cochon, parce que c'est la plante du diable. Et puis elle est de la même famille que la belladone, qui est représentée ici à droite. Et la belladone, c'est la plante utilisée pour le sabbat des sorcières. Donc la pomme de terre, on n'en veut pas. Et la tomate aura autant de difficultés, parce que comme elle ressemble aussi à la belladone, et idem pour l'aubergine, la tomate venant d'Amérique, l'aubergine venant d'Asie, ces plantes auront beaucoup de mal à se développer dans un monde très superstitieux. Donc on comparait la pomme de terre à la mandragore qui poussait sous le gibet des pendus. Et pourtant, en France, on peut dire que les vaches maigres, on connaît. La France enchaîne les guerres depuis le début du XVIIe siècle, notamment la guerre de 30 ans, qui va affamer complètement l'Europe, la mettre à feu et à sang. C'est toutes ces images que l'on voit de pendaisons, de razzias de population, les campagnes, les femmes sont violées. L'hiver, en plus, la météo va s'en mêler. On va avoir des hivers très froids dans ce XVIIe siècle. Les canaux de Venise gèlent. C'est l'époque où on peut faire du patin aussi en Hollande. C'est les tableaux de Bruegel. C'est l'époque où les glaciers alpins vont descendre jusque dans la vallée et recouvrir Chamonix. Donc c'est des périodes froides, et les périodes froides sont souvent synonymes de périodes humides et de famine. Et ça ne va pas tarder, c'est la famine de 1709 qui va arriver. Là, la France, mais l'Europe va être touchée. On en est arrivé à manger les chiens, les gens mangent de l'herbe. C'est une catastrophe, hein, dont on ne parle pas beaucoup, puisque souvent ça a été passé un peu dans l'oubli. C'est l'époque où les loups sont rentrés dans les villages, dans les villes, sont rentrés dans Paris, ce qui générera l'histoire du petit chaperon rouge. On trouve des gens gelés dans leur maison, gelés dehors. 600 000 personnes périssent de froid dans cette famine. À Paris, il y a le chancelier François d'Aguesseau qui va faire rouvrir les fournils et les greniers à blé pour distribuer au peuple. C'est là que les premières soupes populaires vont commencer à voir le jour. En France, cette famine fait 2 millions de victimes. Voilà le chancelier d'Aguesseau qui a toujours sa statue à l'entrée de l'Assemblée nationale. Donc il y a une prise de conscience, hein, et puis les guerres continuent. Il y aura la guerre de 7 ans, je vais y revenir. Mais en France, on ne mange pas de pommes de terre, alors que le roi de Prusse, Frédéric II, lui, est un adepte de la pomme de terre. Il va encourager le fait de la semer, de la cultiver. Côté français, Diderot, voilà ce que racontent les Lumières de la pomme de terre. Cette racine, de quelque manière qu'on la prête, est fade et farineuse. Voilà. On reproche avec raison à la pomme de terre d'être venteuse. Mais qu'est-ce que les vents pour les vigoureux organes des paysans? Vous voyez le côté dédain. Et c'est là qu'arrive, dans ces périodes de disette, la personne qui va nous occuper dans la deuxième partie, M. Antoine-Augustin Parmentier, qui est un Picard, et qui sera surnommé à la fin de sa vie le bourru bienfaisant. Voilà. C'est quelqu'un qui râlait tout le temps, mais qui aidait toujours. Voici cette image de Parmentier, et Parmentier, il est associé à la pomme de terre depuis on parle de lui, et pourtant vous avez entre ses mains autre chose que de la pomme de terre. Il y a du maïs, il y a du blé sur cette image, et vous avez aussi derrière lui le livre d'Olivier de Serres, Le théâtre d'agriculture. Donc c'est un peu un oublié de l'histoire, parce qu'il n'avait pas le bon âge à l'époque des encyclopédistes, il était trop vieux après la Révolution, donc il est resté un peu oublié de l'histoire.
Alors c'est un Picard, il est né à Montdidier en 1737. Montdidier, c'est une ville qui a passé son temps à être ravagée à l'époque des invasions et des guerres parce qu'elle était sur le passage pour aller à Paris. 1737, dans une famille assez modeste, qui vend du linge, des draps. C'est le cadet de la famille, ils seront 5. Le papa a fait de mauvaises affaires, puis il va décéder. Et c'est la maman qui va s'occuper beaucoup de l'éducation des enfants, elle s'appelle Marie Pinot. Et avec le curé du village, ils ont une idée, ils vont lui faire apprendre le latin. Alors, il apprend le latin grâce à ce prêtre, et apprendre le latin, ça permet d'ouvrir de nombreuses portes à l'époque, parce que tout ce qui est scientifique est écrit en latin. Les scientifiques discutent en latin entre eux et quand ils partent à l'étranger. Alors Montdidier est resté célèbre pour Parmentier avec sa statue, mais on va le retrouver. Donc sa maman va le faire rentrer dans une pharmacie, on appelle ça à l'époque un apothicaire. Il y rentre à l'âge de 13 ans, mais il maîtrise le latin. Donc il est capable de lire les prescriptions et de lire les ordonnanciers et de réaliser les préparations magistrales qui sont écrites dans l'ordonnancier en latin. Voilà, et donc chez le pharmacien Paul Félix Landormy, qui est un lointain cousin de la famille, et il va apprendre le métier de pharmacien jusqu'à l'âge de 17-18 ans, où ce pharmacien va l'envoyer à Paris dans une autre pharmacie qui est beaucoup plus grande, la pharmacie Simonet, où il va continuer à apprendre le métier de pharmacien apothicaire qui s'apprenait sur le tas à l'époque. C'était de longues études qui demandaient énormément de pratique et de rigueur. Et comme l'âge est venu pour Parmentier d'exercer son métier, il ne peut pas avoir de pharmacie à l'époque parce qu'il n'a bien sûr aucun argent pour acheter une pharmacie, c'était très cher. Mais comme la guerre de 7 ans a éclaté, on recherche énormément de pharmaciens apothicaires militaires. Donc, M. Simonet le conseille de s'engager dans l'armée. Il va lui faire rencontrer M. Louis-Claude Cadet de Gassicourt, qui va donc le nommer pharmacien de 3e classe. Il n'est pas encore pharmacien de 1re classe. On passait par différentes étapes, mais il a 19 ans. Il a son bagage pour entrer dans l'armée de Hanovre et il va faire ses armes contre la Prusse et les armées du général d'Estrée. Et là, il va faire preuve d'un zèle incroyable. C'est lui qui va chercher les blessés sur le champ de bataille, sous la mitraille. Il prépare le fameux laudanum, qui est une teinture d'opium. C'était le seul médicament que l'on avait à l'époque pour vous endormir, entre guillemets, pour vous faire une amputation. Donc il prépare le matériel d'amputation. C'est lui, il se dévoue, il va être fait prisonnier 4 fois par les Prussiens. Et les 4 fois, les Français vont venir le payer une rançon pour le récupérer. Puis la 5e fois, il va rester dans les geôles allemandes et on va lui faire goûter dans les premiers jours de sa prison. Tous les jours, il mange une bouillie. Il ne comprend pas ce que c'est, il trouve ça agréable et on lui cherche jour après jour le même plat et on lui dit Kartoffel. Bon, donc il va comprendre très vite ce que c'est que ce tubercule dont il avait entendu parler mais qui n'était pas prisé en France. Et puis comme les Allemands voient qu'il est assez fort et qu'il était pharmacien, on va l'emmener chez Hans Meyer, qui est le grand pharmacien de la pharmacie Mayer à Francfort, et il va rentrer pendant le temps de la guerre sous ses ordres. Il va travailler, il faisait le même métier qu'il faisait chez Landormy ou chez Simonet, il va faire le métier d'apothicaire, et Meyer aimerait bien le conserver comme pharmacien assistant, et la fille de Meyer est très attirée par Parmentier. Mais Parmentier, il n'a qu'une idée, c'est revenir en France avec son idée de pomme de terre, parce que dans sa idée a germé, grâce à la pomme de terre, on pourrait résoudre les problèmes de famine. Donc Parmentier rentre en France, laisse une jeune femme un peu éplorée. Il faut savoir que Parmentier n'ira jamais de femme dans sa vie. La seule femme qu'il aura dans sa vie, c'est sa sœur, qui était devenue veuve et qui va l'assister dans ses travaux toute sa vie. On n'entend jamais parler de femme dans la vie de Parmentier. C'est quelqu'un qui n'a fait que travailler. Donc lorsqu'il rentre en France, il est nommé pharmacien de 1re classe, donc il pourrait ouvrir une officine. Mais comme il n'a pas le sou, avec le petit pécule qui s'est fait de l'armée, il va suivre des cours au Jardin du Roi, de botanique, et puis des cours de chimie. Il va rencontrer Bernard de Jussieu, notamment, il va apprendre la botanique, apprendre la chimie, et puis il va faire le concours d'apothicaire de l'Hôtel Royal des Invalides, et il va être reçu. Et le 16 octobre 1766, il rentre comme apothicaire à l'Hôtel Royal des Invalides, qui est tenu par les hospitalières, des religieuses, qui voient d'un mauvais œil ce jeune garçon arrivé, qui lui a la culture scientifique,
Mais elles ont l'expérience, et ça va très très mal se passer. Ça, c'est le laboratoire de l'hôpital des Invalides. Ça va frotter fort, et Parmentier va faire appel à l'époque au roi, puisqu'il avait été nommé par le roi, qui est Louis XVI, et le roi va le nommer pensionnaire. Ça veut dire qu'il a les mains libres à l'apothicairerie des Invalides, et les sœurs de la Charité passent sous ses ordres. Et c'est l'époque où arrive sa sœur, qui sera la seule femme de sa vie, Marie-Suzanne, veuve à l'âge de 34 ans, qui va assurer toutes les tâches domestiques, même faire des préparations pour son frère, pour la préparation pharmaceutique, etc. Elle va le décharger de tous ses travaux. Donc Parmentier décide de travailler sur la pomme de terre, vaincre les famines, c'est son idée, et il va la garder, vaincre aussi les résistances, parce que personne ne veut entendre parler de pommes de terre. La cour d'Alger, qui existe toujours à l'hôpital des Invalides, va devenir son laboratoire d'expérience, son champ d'expérience, où il va semer des variétés de pommes de terre. Et il va écrire son premier livre, Examen chimique, il n'y a pas d'erreur d'orthographe, on écrivait chimie avec un Y au XVIIIe, XIXe siècle, et il va donc commencer à faire des cultures. Et puis arrive la grande famine de 1769-1771, qui va être aussi un des catalyseurs qui va amener à la Révolution. Alors à l'époque, l'Académie de médecine de Besançon lance un concours que gagnera la personne qui trouve quel végétal, quelle plante pourrait, en cas de disette, fournir une alimentation suffisante aux Français. Et Parmentier va remettre son mémoire sur la pomme de terre, et il va gagner le concours. Son ouvrage s'appelle Recherche sur les végétaux nourrissants, et c'est lui qui va gagner le concours, et à partir de là, on va commencer à le connaître, que M. Parmentier a une grande idée. Et Parmentier, l'idée, c'est de fabriquer du pain. Il est responsable de toute la partie sanitaire de l'hôpital des Invalides, qui comprend donc une boulangerie, qui comprend un restaurant, des cuisines, puisque tous les soldats blessés qui sont soignés là, ou qui sont pensionnaires à vie parce qu'ils sont estropiés, viennent se nourrir, et c'est la pharmacie de l'hôpital des Invalides, la boulangerie de l'hôpital des Invalides et les cuisines de l'hôpital des Invalides qui s'occupent de toute cette population. Et l'idée, c'est de faire un pain à base de farine de pommes de terre, qui permettrait, les années de disette où le blé est malade, ou les années humides, de résoudre les problèmes de faim en France. Et il va donc extraire l'amidon de pommes de terre pour arriver à en faire un amidon panifiable. Et c'est quelqu'un qui est connu maintenant. Il va rencontrer Lavoisier, travailler avec Lavoisier. Alors je donne quelques célébrités, mais il y en a une autre qui est en France à l'époque, c'est Benjamin Franklin, qui est la jeune nation américaine vient de naître. On vient s'inspirer un peu des principes de la France, et Franklin, qui va faire sa carrière ensuite aux États-Unis, est un grand ami de Parmentier, c'est aussi un scientifique. Et il va expérimenter une nouvelle forme de boulangerie à l'hôpital des Invalides et fabriquer du pain de pommes de terre. À partir du moment où toute la population de l'hôpital en mange, ça va sortir dans Paris, et on va commencer à connaître Parmentier. Résultat, Parmentier va se lancer dans un traité de la boulangerie, il va réformer toute la boulangerie française. Oui, donc vous voyez, on va commencer à sortir de la pomme de terre. Il va créer à l'hôpital des Invalides une école de boulangerie. Les futurs boulangers de France viennent apprendre les techniques. On va faire du pain de blé, du pain de pommes de terre, mais aussi du pain de châtaigne. Et puis arrive encore une série de famines. C'est les deux grandes séries de 1785 et 1788, avec cette image épinalesque où on voit Louis XVI faisant l'aumône à la population de Versailles. Louis XVI rencontre, il commençait à bien le connaître à nouveau, Parmentier, et il va lui fournir une zone d'expérimentation plus grande que celle de l'hôpital des Invalides, qui est sur le champ des Sablons. Les Sablons, c'est une plaine sablonneuse, adossée à un petit village de pêcheurs que personne ne connaît à l'époque, qui s'appelle Neuilly. Et sur cette plaine, aujourd'hui c'est en grande partie bagatelle, on faisait des marches militaires, des défilés militaires que venaient voir les Parisiens ou les gens de la banlieue le dimanche. Donc il lui prépare 50 catarpons. Aujourd'hui ça s'appelle Sablonville, on est en plein cœur de Neuilly. On y faisait défiler les militaires. Parmentier va y installer ses champs de pommes de terre,
Et c'est de là qu'est née cette légende comme quoi les soldats la gardaient la nuit. Non, les soldats, ils étaient toujours là pour une raison simple, c'était une caserne. Et puis les pommes de terre vont fleurir, il va apporter les premières fleurs à la cour de Paris, et le roi va en mettre une sur sa cocarde, comme cocarde, il va en mettre un autre bouquet de fleurs dans le décolleté de Marie-Antoinette, et Parmentier invite le roi à venir voir sa culture. Le roi va venir voir la plaine des Sablons, et on raconte qu'à l'époque, il aurait dit « Donnez-moi la main et embrassez la reine, la France vous remerciera un jour d'avoir trouvé le pain des pauvres ». La carrière de Parmentier est tracée, mais c'est quelqu'un qui ne va jamais en user. Il va rester toujours très simple. Il n'a jamais utilisé le système des coteries. On raconte qu'à Versailles, ce soir-là, on a mangé des pommes de terre. Un gratin de pommes de terre. Mais dans la noblesse, on regarde toujours ce tubercule avec un côté un peu méprisant. C'est réservé pour les paysans. Le roi va encore faire appel à Parmentier lors de l'expédition de la Pérouse. Cette expédition va durer plusieurs années. La Pérouse doit refaire des travaux qui avaient suivi l'expédition de Bougainville dont je vous avais parlé lorsqu'on avait parlé de Pierre Poivre. Et il faut nourrir les marins. Et en fait, les marins mangeaient ce qu'on appelle du biscuit, qui étaient des biscuits de blé déshydratés, qui leur servaient de nourriture quand l'ordinaire n'existait plus, et quand il n'y avait plus de biscuits, ben on terminait par des haricots. C'est ce qu'explique dans la marine, on disait c'est la fin des haricots, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à manger. Donc le biscuit c'était intermédiaire, c'était à peu près 400 grammes par marin par jour, quelque chose qui était assez dur à digérer. Parmentier va avoir l'idée d'en fabriquer en pommes de terre. Voilà, donc la Pérouse est partie avec des biscuits de pommes de terre. Parmentier va aussi travailler sur d'autres plantes. Il va travailler sur la culture du châtaignier, qui pour lui est une plante aussi, comme la pomme de terre, qui peut suppléer aux disettes. Donc utiliser la farine de châtaignier, ça, il va essayer de répandre. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de nombre de châtaigniers qui vont être plantés au nord de la Loire, alors que le châtaignier était une plante plutôt qui se plaisait au sud de la Loire, c'était l'Ardèche, et c'est ce qui explique pourquoi on a autant de plantations et de forêts de châtaigniers, où on va aux châtaignes à l'automne, autour de Paris. Ça s'appelle des aliments de disette, des pains de disette, et il va écrire un traité sur la châtaigne, et aujourd'hui, ce traité, il a été fortement reconnu en Corse. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup de farine de châtaigne en Corse, et quand vous voyez le prix d'un kilo de farine de châtaigne, vous comprenez que c'est devenu un aliment de luxe aujourd'hui, la châtaigne. Il va travailler aussi sur le maïs, dont le développement avait été commencé par Olivier de Serres sous Henri IV, qu'on appelait à l'époque le blé de Turquie, voir comment l'acclimater et comment essayer de le faire sortir de la zone où il était resté pendant très longtemps, qui était l'Aquitaine. Et puis avec un certain monsieur Deuilleux, il va s'intéresser au lait. Et c'est toujours son problème de nourriture, et d'avoir qu'est-ce qui est le plus nourrissant dans le beurre, le lait, entre la femme, parce qu'il va aller jusqu'à même faire du fromage avec du beurre de femme, d'ânesse, et faire des comparaisons de leur qualité nutritive. Et ça va leur valoir un prix, qui sera le prix de la Société royale de médecine. Donc il n'y a pas que la pomme de terre. La Révolution arrive, les têtes tombent, on va envoyer Parmentier en province, un peu au sud de la France, mais de toute façon, il ne va pas être touché par la Révolution, parce que la Convention a dit « ne le nommez pas, il nous ferait manger que des pommes de terre ». En fait, la pomme de terre va lui sauver sa tête. Et puis, comme autres travaux aussi de Parmentier, c'est le sucre. Il va contribuer aussi avec M. Delessert, qui va faire les premières raffineries de sucre, parce qu'avec le blocus et les guerres napoléoniennes, le sucre n'arrive plus, puisque le sucre, c'était le sucre de canne. Donc il va contribuer à développer le sucre de betterave, mais en attendant, il va montrer comment on peut faire du sucre à partir du raisin. Ça, c'est un travail que tout le monde ne connaît pas aussi de Parmentier. Voilà. Versus sucre de raisin versus sucre de canne, en attendant le sucre de betterave. Et puis Napoléon le nomme en 1800 premier pharmacien des armées. Alors là, c'est vrai que c'est un peu la consécration pour Parmentier. Il devient inspecteur général du service de santé, donc on lui remet ce magnifique cuir marocain. Et une fois à l'armée, Parmentier va n'avoir qu'une idée, c'est de la santé des soldats de la Grande Armée. Et il va faire généraliser la vaccination. Tout le monde a entendu parler de la vaccination de Jenner,
consiste à protéger notamment de la variole. Et c'est grâce à Parmentier que les armées napoléoniennes n'attraperont pas la variole. À la différence d'autres armées, parce qu'elles ont été systématiquement vaccinées. Donc ça, c'est ce gros travail qu'il va faire. Voilà. Il va rendre cette vaccination obligatoire. Donc, comme je vous le disais, Parmentier n'aura fait que travailler. Il va s'épuiser au travail. En 1809, sa sœur est décédée, ça va lui porter un énorme coup au moral. Et en 1813, vous voyez, il ne va pas survivre très longtemps. La phtisie, comme on appelait ça à l'époque, va le toucher. Il va mourir de la tuberculose, sans avoir quelqu'un il aurait pu être élu à l'académie. Il n'a jamais essayé de se montrer, ni quelqu'un qui est resté, je dirais, très très profil bas toute sa vie, très humble, très simple, mais qui n'a pas arrêté de travailler en râlant, puisqu'on l'appelait le bourru bienfaisant. Alors bien sûr, qu'est-ce qui restait de Parmentier? Ça fait un peu ce qu'on appelle des saints laïcs, hein. C'est des statues, bien entendu, à Montdidier, une avenue à Paris, puisqu'il habitait il a habité le 20e à un moment, puis le 11e. Donc des images, des timbres, bien sûr, hein. Et puis Neuilly lui a fait une magnifique statue. On a notre Parmentier encore jeune, qui est en train de, jeune sorti de l'armée, qui est en train de travailler sur des tubercules de pommes de terre. Il a sa statue aussi à la faculté de pharmacie de Paris, dans Métro Parmentier. Voilà. Et puis il est enterré au Père-Lachaise. Alors ça tombe, si on s'en rapproche, tous les ans, et fleurit, mais il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un dépose des pommes de terre sur la tombe de Parmentier, du bourru bienfaisant. Donc la pomme de terre, à partir de là, va se généraliser dans toute la France. Et Parmentier a gagné, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, écoutez, moi je vais vous remercier pour votre attention, et vous aurez peut-être l'idée de faire un hachis Parmentier sur lequel vous pourrez râper de la noix de muscade. Voilà. L'histoire de Parmentier est terminée. Chelles chez vous va reprendre la semaine prochaine avec une autre histoire. Vous retrouverez donc un autre saint laïque qui s'appelle, voilà, tout le monde le connaît, c'est Louis Pasteur. Et vous verrez comme cet homme au destin assez extraordinaire, bien que très cabotin, qui a quand même fait tomber un dogme au XIXe siècle, celui de la génération spontanée. Donc le vivant ne naît pas de la matière inerte, et les maladies vivent, naissent et meurent, et on en sait quelque chose aujourd'hui avec le Covid qui circule sur toute la planète, et donc ça sera le moyen de vous montrer un peu cette prise de conscience du mot microbe. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.